Imaginez un tigre. Les tigres sont connus pour ces belles rayures qu'ils conservent toujours. Cependant, imaginez si les rayures du tigre pouvaient changer de taille, de position et de couleur de temps en temps. Magique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec un titan de notre système solaire, Jupiter. Pourquoi et comment? Eh bien, les astronomes pourraient bien avoir la réponse. Alors voyons voir. Jupiter est une planète immense et fascinante. Lorsque vous regardez sa photo de loin, c'est comme voir un magnifique lever de soleil. Ici, nous avons toute une palette, des jaunes pâles crémeux au brun caramel, avec même quelques nuances de bleu. Jupiter est un astre époustouflant, composé principalement d'hydrogène et d'hélium, tout comme notre Soleil. Cependant, elle n'a pas rassemblé assez de matière lors de sa formation pour devenir une étoile. Au lieu de cela, elle est devenue une boule colossale de gaz qui pourrait contenir plus de 1300 terres à l'intérieur. Jupiter présente ces motifs intéressants de nuages sombres et clairs qui tournoient autour de la planète en bandes alternées, comme d'immenses rayures. Ces rayures sombres sont appelées bandes, et les plus claires sont appelées zones. À vrai dire, elle n'est pas unique en son genre. La Terre et Jupiter présentent toutes deux ces motifs dans leurs atmosphères. C'est juste que la Terre n'en a que quelques-uns, alors que Jupiter en a beaucoup plus. Pourquoi ces bandes sont-elles brunes et beiges? Cela peut s'expliquer par la combinaison d'hydrogène, d'hélium et d'autres traces d'éléments dans l'atmosphère de la planète. C'est un peu comme mélanger différentes couleurs de peinture pour créer de nouvelles nuances. Ces bandes créent de magnifiques motifs à travers la surface de la planète. Bien, puisque Jupiter a une atmosphère imposante et un système météorologique similaire à celui de la Terre, elle connaît donc des tempêtes extraordinaires. Donc, même si ces bandes peuvent y sembler calmes et paisibles, elles font en réalité partie d'un système météorologique déchaîné. C'est comme une fête de tempêtes sans fin qui se déroule là-bas. Ces bandes et ces zones se déplacent dans des directions opposées autour de la planète. Les bandes tournent à rebours de la rotation de Jupiter, à contre-courant pour ainsi dire, tandis que les zones vont dans son sens. Et non seulement elles se déplacent dans des directions différentes, mais elles existent également à différentes altitudes dans l'atmosphère de la planète. Les bandes s'apparentent à des régions où les choses montent, comme des bulles dans une boisson gazeuse. Donc, le sommet des nuages à l'intérieur de celle-ci se trouve plus haut dans le ciel en comparaison du sommet des nuages dans les zones, qui sont donc plus enfoncées. Ainsi, même si la Terre et Jupiter possèdent cette similitude, leur météo est complètement différente. Ce serait comme comparer des pommes et des oranges. L'une des tempêtes les plus célèbres sur Jupiter est la Grande Tache Rouge. Mais pourquoi est-elle rouge? Eh bien, c'est un peu un mystère. Les scientifiques pensent que la tempête se situe à une altitude plus élevée que le reste de l'atmosphère. Cela signifie qu'elle reçoit une dose plus forte de lumière solaire. Imaginez-vous debout sur une colline, où le soleil brille plus fort sur vous par rapport au reste de l'environnement. De la même manière, la Grande Tache Rouge reçoit davantage de rayonnement du soleil. La tempête contient également dans ses nuages des composés chimiques spécifiques, tels que l'ammoniac et l'acétylène. Lorsque ces composés reçoivent ce rayonnement supplémentaire, ils réagissent d'une manière unique, donnant à la tempête sa couleur rouge distinctive, un peu comme des effets spéciaux dans un théâtre cosmique. Quoi qu'il en soit, ces rayures ont l'air stylées et tout, mais quel est le grand mystère qui les entoure? Eh bien, voyez-vous, un jour, les scientifiques ont décidé d'examiner les données provenant de l'intérieur profond de Jupiter, environ 50 km sous sa surface. Et après avoir jeté un coup d'œil au secret de Jupiter, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Quand ils ont observé Jupiter en utilisant un type de lumière spéciale, dite lumière infrarouge, les couleurs de ces bandes ont réellement changé. Les zones claires qui étaient pâles et crémeuses sur les images habituelles devenaient sombres dans la vue infrarouge. Quant aux bandes autrefois sombres, elles brillaient à présent vivement. Cela suggère quelque chose d'intéressant. Les bandes sur Jupiter ont une couverture nuageuse plus mince que les zones. C'est comme si elles portaient des tenues transparentes, tandis que les zones avaient des nuages plus épais, comme des doudounes moelleuses. Ainsi, ce que nous percevons comme des bandes sombres dans les images ordinaires se révèle être lumineux dans l'infrarouge, laissant entendre que ces ceintures ont moins de matière nuageuse, bloquant la lumière. Mais voici la partie la plus étrange. Toutes les quelques années, quelque chose change. C'est comme si la météo sur Jupiter passait par des montagnes russes. La couleur des bandes peut changer, et parfois tout le modèle météorologique s'emballe pendant un moment. Les scientifiques restent perplexes et tentent de comprendre pourquoi cela se produit. Ils ont donc décidé d'utiliser la sonde spatiale baptisée Juno pour enquêter sur ce phénomène. Depuis 2016, Juno collecte beaucoup d'informations sur Jupiter, comme un espion collectant des indices.
L'un des éléments que Juno étudie est le champ magnétique de Jupiter. Tout comme la Terre, Jupiter a un champ magnétique. C'est comme une bulle invisible qui entoure la planète, s'étendant jusqu'à l'espace. Ce champ magnétique est vraiment important car il protège la planète et tout ce qui s'y trouve. Il agit comme un bouclier contre les particules nocives de l'espace, comme celles provenant du Soleil. Mais Jupiter est bien plus grande que nous, donc son bouclier protecteur est beaucoup plus puissant. Les champs magnétiques sont générés par une chose appelée dynamo, qui agit comme un grand fluide conducteur tourbillonnant à l'intérieur de la planète. Ce fluide se déplace et tournoie, un peu comme une fête underground qui se passerait au plus profond de la planète. Ainsi, les scientifiques ont examiné les données collectées par Juno au fil des années et ont remarqué quelque chose d'intéressant. Le champ magnétique de Jupiter a ses propres petits mouvements, un peu comme lorsque vous voyez des vagues dans l'océan. Les scientifiques appellent ces mouvements des oscillations de torsion, qui est simplement une façon élégante de décrire des mouvements en forme de vagues. C'est comme si Jupiter faisait sa propre danse magnétique. Maintenant, imaginons que l'intérieur de Jupiter soit comme une énorme marmite de soupe en ébullition. Profondément à l'intérieur de Jupiter, il y a des courants lents qui transportent la chaleur vers le haut, à la manière d'un tapis roulant. Cette chaleur finit par atteindre la partie supérieure où nous voyons les nuages. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Imaginez que quelqu'un commence à remuer la soupe très rapidement, avec une cuillère. Ces mouvements magnétiques ondulatoires, les oscillations de torsion, agissent exactement comme cette cuillère. Ils créent un trouble qui perturbe les courants lents. Eh bien, cette perturbation a un grand impact sur la météo de Jupiter. C'est comme augmenter la chaleur de votre gazinière et changer la façon dont cuit la soupe. Les schémas de montée et de descente des nuages, que nous appelons ascendance et subsidence, se mélangent tous, un tourbillon dans la soupe. Nos astucieux chercheurs ont également remarqué quelque chose de particulier près de l'équateur de Jupiter. Ils ont découvert un point concentré de magnétisme appelé la grande tache bleue. Et devinez quoi? Ce point ralentit, comme s'il prenait une pause dans son mouvement habituellement rapide. Cela suggère qu'un nouveau type de mouvement ondulatoire, une nouvelle danse, est sur le point de commencer. Donc, pour résumer, les scientifiques ont eu une idée intéressante. Ces mouvements magnétiques ondulatoires, les oscillations de torsion, perturberaient les courants lents à l'intérieur de Jupiter, déréglant les motifs des nuages et provoquant des conditions météorologiques extrêmes. Et lorsqu'ils ont calculé le temps qu'il fallait à ces mouvements ondulatoires pour se produire, ils ont découvert qu'ils correspondaient aux mêmes périodes où les rayures de Jupiter changeaient. Ainsi, en termes simples, les chercheurs pensent que ces mouvements ondulatoires dans le champ magnétique de Jupiter provoquent des changements dans les rayures de la planète. Les pièces d'un puzzle se rassemblent. Les astronomes essaient toujours de comprendre pleinement pourquoi cela se produit, mais c'est un pas en avant excitant dans la compréhension des mystères de notre vaste univers. Mais il reste encore quelques mystères à résoudre. Pour trouver plus de réponses, les scientifiques doivent continuer à observer attentivement Jupiter à l'avenir. En observant comment les nuages changent, ils peuvent vérifier si leur théorie est correcte ou si elle doit être ajustée. De ces tempêtes massives à ces bandes colorées, Jupiter ne cesse de nous surprendre avec ses merveilles cosmiques. Elle ne scintille peut-être pas comme une étoile, mais elle brille intensément en tant que géante gazeuse, nous captivant par sa taille et sa beauté. Alors restez toujours curieux et gardez la tête dans les étoiles. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs.
Mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus.
En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celles-ci indiquent la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète, les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet,
Il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous, elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore. Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues.
James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques. Avez-vous entendu parler de l'atterrisseur Philae et de son rodéo sur une comète appelée 67P en 2014? L'atterrissage devait se faire en douceur, mais les choses ont dérapé lorsque certaines parties de l'engin ne se sont pas activées. Et Philae a rebondi sur la comète comme une balle en caoutchouc, comme dans un dessin animé. Heureusement, Philae a pu envoyer un message vers la Terre pour confirmer qu'il fonctionnait toujours, mais personne ne savait où il était. Le mystère est resté entier pendant près de 2 ans, jusqu'à ce que des images prises par une sonde voisine révèlent la position inconfortable de Philae. Couché sur le côté, ses pattes d'araignée en l'air, coincé dans une fissure de 67P. Et ce n'est pas tout. Les données recueillies suggèrent que Philae aurait tenté un deuxième atterrissage pendant 2 minutes. Mais les scientifiques ignorent où cela s'est produit. Comme dans une partie de cache-cache cosmique. Un planétologue de l'Agence spatiale européenne a déclaré qu'il leur restait encore un dernier mystère à résoudre concernant Philae. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont pu découvrir le deuxième site d'atterrissage de Philae et en apprendre davantage sur 67P. Il s'avère que lorsque Philae a percuté sa surface, il a arraché une couche de poussière et de débris d'environ 25,4 cm de profondeur et révélé l'intérieur glacé de la comète. La glace était si brillante que l'équipe pouvait encore la voir sur des images prises près de 2 ans après l'accident. Ils ont eu l'impression de découvrir un trésor caché dans le ventre de la comète. Ce n'est pas tout. La façon dont tout ça s'est déroulé leur a permis de déterminer la qualité de ce sous-sol. Les données du magnétomètre de Philae indiquaient un changement important au moment de la deuxième collision, un pic de 3 secondes dans le graphique. Et ils en ont conclu que l'intérieur de la comète était aussi meuble que de la neige fraîchement tombée. Imaginez un peu, une comète avec des rochers plus floconneux que la mousse d'un cappuccino. Maintenant que les planétologues comprennent mieux les caractéristiques physiques d'une comète, ils peuvent préparer les missions futures avec beaucoup plus de précision. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Ils espèrent pouvoir, grâce au projet Ambition, ramener sur Terre pour la première fois un échantillon cryogénisé de l'intérieur d'une comète. Philae n'a peut-être pas eu l'atterrissage le plus agréable, mais il nous a permis de découvrir des choses fascinantes. Lorsqu'il s'agit de comètes, notre star est probablement la comète de Halley. C'est une comète périodique. Elle visite la Terre tous les 75 ans environ, ce qui signifie que pourriez la voir à 2 reprises dans votre vie. La dernière fois qu'elle est passée,
C'était en 1986 et elle ne reviendra pas avant 2061. Cette comète a été nommée d'après l'astronome anglais Edmond Halley, lorsqu'il a compris que les 3 comètes observées en 1531, 1607 et 1682 étaient en réalité un seul et même objet. Il a prédit qu'elle reviendrait en 1758, et alors on lui a donné son nom, même s'il n'était plus là pour la voir. La comète de Halley a été observée pour la première fois en 239 avant notre ère. Les astronomes asiatiques de l'époque ont consigné son passage dans leurs chroniques. On croyait alors que les comètes annonçaient des catastrophes ou de grands changements. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien. Vers 1900, Mark Twain a dit qu'il était arrivé avec la comète en 1835 et qu'il repartirait sans doute avec elle. Il est mort le lendemain de son approche, en 1910. Eh oui, la comète Hale-Bopp a également attiré notre attention en 1997. Elle était si brillante qu'on a pu la voir à l'œil nu pendant environ 1 an et demi, surtout dans l'hémisphère nord. En fait, elle était 1000 fois plus lumineuse que la comète de Halley. Même les habitants de zones très éclairées, comme Chicago, pouvaient apercevoir ses queues bleues et blanches. La comète Hale-Bopp a été découverte par Alan Hale au Nouveau-Mexique et Thomas Bopp en Arizona. Alors qu'ils observaient sur le ciel, ils ont soudain remarqué un objet flou à proximité. On ne l'avait jamais vu. Les astronomes furent enthousiasmés. Ils utilisèrent des télescopes pour étudier la comète à mesure qu'elle approchait. Et la NASA utilisa même le télescope spatial Hubble pour l'observer de plus près. Le noyau de Hale-Bopp était énorme, de l'ordre de 30 à 40 km de diamètre, et beaucoup de poussière s'en échappait. Et en parlant de Hale-Bopp, la chanson MMM-Bopp des frères Hanson a été un succès mondial cette même année 1997. Est-ce lié? Quoi qu'il en soit, il y a 5000 ans, une autre comète a frôlé notre Soleil, offrant un beau spectacle aux civilisations d'Eurasie et d'Afrique du Nord. Hélas, ce mystérieux visiteur n'est pas mentionné dans les récits historiques, mais les scientifiques sans bas sont très astucieux. Voici la comète Atlas, ou C2019 Y4, qui a fait son apparition en 2020. Malheureusement, Atlas a fini par se désintégrer en une pluie de fragments glacés. Mais une nouvelle étude réalisée à l'aide du télescope spatial Hubble de la NASA a permis aux astronomes de découvrir qu'Atlas était un morceau de cette ancienne comète d'il y a 5000 ans. Une véritable réunion de familles. Les familles de comètes ne sont pas rares. L'un des exemples les plus célèbres est la comète Shoemaker-Levy 9, tombée en morceaux sur Jupiter en 1994. Mais Atlas est un peu bizarre. Elle s'est brisée alors qu'elle était loin du Soleil, ce qui est étrange, car cela aurait dû se produire au moment où elle passait le plus près de notre astre. Comment a-t-elle fait pour survivre à son dernier passage il y a 5000 ans? En étudiant comment elle s'est désintégrée, les scientifiques peuvent en savoir plus sur la façon dont la comète mère s'est constituée. Ils ont ainsi découvert qu'un fragment d'Atlas s'est désintégré en quelques jours, tandis que pour un autre, ça a pris des semaines. Une partie du noyau était donc plus solide que l'autre. Mais on ne sait toujours pas pourquoi elle s'est désintégrée. Ce sont peut-être les forces centrifuges, ou des glaces super volatiles, qui ont fait exploser ce fragment de manière si spectaculaire. Une chose est sûre, le petit bout d'Atlas qui a survécu ne reviendra pas avant le 50e siècle. En attendant, nous devrons nous contenter d'admirer les autres beautés de notre ciel nocturne. L'histoire drôle suivante concerne une bande d'astronomes sur l'île de Maui. Un soir, ils se détendaient en observant les étoiles à l'aide de leurs télescopes sophistiqués lorsqu'ils ont soudain aperçu quelque chose d'étrange. Il s'agissait d'une comète, mais pas n'importe laquelle. Elle se déplaçait très rapidement et avait une forme vraiment étrange. Si étrange même qu'ils se sont dit qu'il pouvait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre. Ils l'ont baptisé Oumuamua, ce qui signifie en hawaïen « un messager venu de loin est arrivé le premier ». Vous vous demandez sans doute si nos amis ont alors découvert une civilisation venue de très loin. Eh bien, pas tout à fait. Mais leur découverte était quand même cool. Lorsque les comètes traversent notre système solaire, elles accélèrent en raison de la gravité du Soleil et de la poussière qui se trouve à leur surface. Mais Oumuamua était trop petite et n'avait pas de poussière. Elle n'avait pas ce halo lumineux qu'on observe généralement. Alors pourquoi Oumuamua accélérait-elle? Selon une hypothèse, il s'agirait d'un effet étrange.
Les petits corps absorberaient les photons du Soleil et les réémettraient sous la forme de panaches propulsifs. Mais cela n'explique pas l'accélération d'Oumuamua. Il restait donc 3 explications possibles. La propulsion par l'azote, le monoxyde de carbone ou l'hydrogène moléculaire. Et devinez quoi? Selon une théorie, Oumuamua était riche en eau, composée d'hydrogène et d'oxygène. Certains pensent qu'avant que la comète n'entre dans notre système solaire, l'eau a gelé et s'est transformée en glace amorphe. Ce type de glace est poreux et présente des poches, comme mon jean. Selon cette théorie, le rayonnement cosmique aurait provoqué la rupture d'une partie de l'hydrogène contenu dans les molécules d'eau, qui s'est ensuite accumulée dans les pores comme du carburant dans de minuscules réservoirs. En entrant dans le système solaire, la comète se serait suffisamment réchauffée pour que la glace passe à l'état cristallin, refermant ainsi les pores et expulsant l'hydrogène. Voilà ce qui aurait fourni la poussée propulsive et qui expliquerait l'accélération. Si tout ça est juste, il n'y a pas d'extraterrestres, mais nos scientifiques sont vraiment super cool. Aloha! Le champ magnétique de la Terre cache une histoire fascinante. Il s'avère qu'il s'affaiblit jour après jour. À vrai dire, cela se produit depuis les 3000 dernières années. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien en pâtir d'ici un millénaire. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, imaginez ceci. Le nord magnétique devient le sud, et vice-versa. Ça semble dingue, non? Lorsque cela se produit, le bouclier magnétique qui protège notre planète peut s'affaiblir, permettant à davantage de rayons cosmiques de nous frapper. Ces particules cosmiques à haute énergie peuvent causer des dysfonctionnements dans l'électronique de nos satellites et entraîner toutes sortes de catastrophes. La dernière fois qu'un tel renversement de polarité s'est produit, c'était il y a 772 000 à 774 000 ans. Heureusement, l'humanité peut compter sur ses membres les plus intelligents pour s'intéresser à l'histoire du champ magnétique terrestre. On prélève des carottes de sédiments du plancher océanique et on étudie la magnétisation des fossiles afin de déterminer quand ces bouleversements se sont produits dans le passé et quand ils pourraient se produire à nouveau. Un autre groupe de chercheurs étudie l'anomalie de l'Atlantique Sud. Une vaste région où le champ magnétique terrestre est environ 3 fois plus faible qu'il ne l'est au pôle. En utilisant les données de plusieurs satellites, ils tentent de déterminer ce qui cause cette anomalie et comment celle-ci pourrait évoluer à l'avenir. Cela pourrait nous donner un aperçu de la façon dont un champ magnétique affaibli peut affecter nos satellites et notre planète. Certes, notre génération ne sera pas là pour témoigner de ces changements, mais cela nous fait tout de même nous demander à quoi cette planète pourrait ressembler à l'envers, magnétiquement parlant, bien entendu. Les astronomes de la NASA ont également annoncé que dans 4 milliards d'années, notre galaxie de la Voie lactée connaîtrait un éclat spectaculaire. Après une collision cosmique qui chamboulera tout, on ne parle pas là d'un petit accrochage sans conséquence, mais d'une collision titanesque avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'humanité devra bien se cramponner au plancher des vaches pour celle-ci, car notre Soleil pourrait être projeté dans une nouvelle région de la galaxie. Toutefois, la Terre et notre système solaire ne devraient pas sérieusement affectés. Ça semble difficile à croire. Alors, comment cela se fait-il? Le télescope spatial Hubble a effectué des mesures rigoureuses des mouvements d'Andromède. Bien que les galaxies soient destinées à se percuter, les étoiles à l'intérieur de chacune sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne devraient pas entrer en collision avec d'autres étoiles au cours de l'événement. Néanmoins, les étoiles seront projetées dans différentes orbites autour de los nouveaux centres galactiques. Selon les simulations, notre système solaire sera probablement éjecté beaucoup plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ranger vos télescopes. Nul besoin de compter les années. Cet événement est prévu d'ici environ 4 milliards d'années, donc les chances pour nous d'y assister sont inexistantes. Saturne perd ses anneaux. Heureusement, nous ne serons pas là pour assister à ce triste événement non plus. Apparemment, ces anneaux, sous l'influence du champ magnétique de Saturne, sont attirés vers elle sous la forme de pluie de particules de glace. Selon les recherches de la NASA, cette pluie d'anneaux draine une quantité d'eau qui pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. L'ensemble du système des anneaux de Saturne aura probablement disparu d'ici 300 millions d'années.
Les scientifiques pensent que nous sommes plutôt chanceux de pouvoir observer les anneaux de Saturne à l'heure actuelle, car ils semblent être au milieu de leur durée de vie. Mais si vous considérez que les anneaux qui orbitent autour des planètes sont tous temporaires, il y a donc une chance que nous ayons simplement manqué les majestueux anneaux de Jupiter, ou ceux d'Uranus et de Neptune. Ces planètes n'ont aujourd'hui que de minces annelés autour d'elles. Les scientifiques débattent depuis longtemps pour savoir si Saturne a été formé avec ces anneaux ou si la planète les a acquis plus tard dans son existence. De nouvelles recherches tendent à favoriser le second scénario, indiquant qu'ils sont peu susceptibles d'avoir plus de 100 millions d'années, alors que Saturne elle-même en a environ 4,5 milliards. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces anneaux en premier lieu? Eh bien, il existe quelques théories. L'une d'entre elles suggère que les anneaux auraient pu se former lorsque de petits satellites glacés en orbite autour de Saturne sont entrés en collision. Peut-être parce que leurs orbites avaient été perturbées par l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde ou d'une comète de passage. Qui sait à quoi les humains pourraient ressembler à l'avenir? Il est peu probable que nous observions des changements majeurs de notre vivant. Mais faisons un petit bond dans le futur et réfléchissons à ce que nous pourrions devenir. Deviendrons-nous des cyborgs avec toutes sortes d'implantes cybernétiques. Nous métamorphoserons-nous en une espèce hybride d'êtres biologiques et artificiels. Pour comprendre notre évolution future, nous devons jeter un coup d'œil à notre passé. Il y a 1 million d'années, l'Homo sapiens n'existait même pas. Il y avait bien quelques espèces similaires, comme l'homme de Néandertal. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, les humains sont devenus plus grands et plus robustes. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous deviendrons plus petits pour économiser l'énergie, car on prévoit que notre planète sera de plus en plus peuplée. En parlant de planètes surpeuplées, vivre dans ces nouvelles conditions signifie que nous devrons nous adapter, et rapidement. Nous interagissons constamment avec énormément de monde, et se souvenir des noms de chacun devient une compétence cruciale. Heureusement, la technologie pourrait nous aider avec des implants cérébraux qui amélioreront notre mémoire. À l'avenir, nous pourrions également arborer des technologies plus voyantes, qui feront partie intégrante de notre apparence. Imaginez avoir un œil bionique avec une caméra capable de visualiser différentes longueurs d'onde. Bien que prédire 1 million d'années dans le futur ne soit que pure spéculation, nous pouvons utiliser la bioinformatique pour effectuer quelques prévisions sur notre avenir proche. Les tendances démographiques suggèrent que les zones urbaines connaîtront une plus grande diversité génétique, tandis que les zones rurales deviendront de moins en moins diversifiées. Et qu'en est-il de l'espace? Si nous finissons par coloniser Mars, nos corps pourraient être altérés par la faible gravité. Peut-être développerons-nous des bras et des jambes plus longs, ou même des poils isolants, comme nos cousins néandertaliens. Dans le futur, notre Lune va aussi subir quelques changements dramatiques. Nous n'y assisterons pas non plus de notre vivant. D'ici environ 5 milliards d'années, ce coin de l'univers va connaître des changements majeurs. Pour l'instant, notre Soleil est tranquillement dans sa phase de séquence principale. Il brûle simplement de l'hydrogène comme si de rien n'était. À l'avenir, pendant sa phase de géante rouge, le Soleil va gonfler comme une baudruche, jusqu'à ce que son atmosphère atteigne et engloutisse notre chère Terre et sa Lune. Notre satellite naturel, qui s'éloigne déjà de la Terre, sera profondément perturbé par l'influence du Soleil. Son orbite sera si chamboulée qu'il finira plus proche de la Terre pendant la phase de nouvelle Lune que pendant la pleine Lune. Et ce n'est pas le pire. Si on la laisse seule, la Lune continuera à s'éloigner de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin de près de 50 jours pour nous orbiter. À mesure que le Soleil poursuivra son propre voyage, son atmosphère impactera la Lune et provoquera la dégradation de son orbite. En bout de compte, la Lune sera pulvérisée en un magnifique anneau de débris gravitant autour de la Terre. Nous parlons ici de toutes ces montagnes, de ces cratères et même des empreintes de pas et autres drapeaux que nous y avons laissés, tous dispersés à travers le champ de débris. Il y a une chance que le Soleil perde assez de masse pour épargner la Terre et la Lune d'une annihilation totale. Ou bien, si nous sommes vraiment chanceux, le Soleil perdra 20% de sa masse et nous serons sains et saufs. Tout cela n'est pour l'instant que théorie, car nous n'avons jamais observé d'étoiles géantes rouges pendant cette phase. L'univers lui-même pourrait un jour devenir complètement sombre. Les scientifiques ne peuvent pas le prédire avec une absolue certitude, mais ils peuvent émettre quelques suppositions. Actuellement, notre univers est vieux de 13,77 milliards d'années.
et il continue de produire de nouvelles étoiles de droite à gauche. On dit que finalement, après environ 1000 milliards d'années, la dernière étoile naîtra. Cette ultime étoile sera petite, une naine rouge, à peine une fraction de la taille de notre Soleil. Ces étoiles sont des championnes en matière de longévité. Elles sirotent lentement leur hydrogène pour alimenter la réaction de fusion de leur noyau. Mais même ces dernières ne peuvent pas durer éternellement. Avances rapidement environ 100 000 milliards d'années, et la dernière lumière s'éteindra. L'univers sera alors sombre et solitaire, mais heureusement, nous ne serons pas là pour toute voix s'évanouir. Ce que vous admirez là est de loin le portrait le plus réussi de notre Soleil. Heureusement, notre étoile mère, vieille de 4 milliards et demi d'années, n'a pas utilisé de maquillage pour arranger son teint avant cette séance photo, et nous pouvons maintenant étudier sa surface en détail. Ce cliché emblématique a été pris en mars 2022. La NASA voulait acquérir une meilleure compréhension du comportement de notre astre et de son impact sur la vie terrestre, et envisager le futur de nos technologies spatiales, bien entendu. Pour ce faire, on a lancé le satellite de la mission d'observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, en février 2010. Cette séance photo légendaire a donc eu lieu 12 ans plus tard, lorsque le SDO était à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Les chercheurs ont dû assembler 25 images individuelles à la façon d'un puzzle. Ainsi, l'image finale contient 83 millions de pixels. Et oui, cette résolution est environ 10 fois supérieure à celle de l'écran de votre téléviseur 4K dernier cri. Regardez cet incroyable motif qui rappelle la croûte d'un biscuit. Habituellement, la surface étincelante du Soleil nous la cache lorsque nous observons l'étoile depuis la Terre. Heureusement, la NASA a exploré cette lumière au-delà du spectre observable, ce qui lui a permis de découvrir des détails invisibles du visage de notre Soleil. Lorsque l'on ajuste un selfie avec des filtres et des effets, on peut obtenir des portraits complètement différents, mettant en évidence différentes parties de notre visage, même celles que nous ne savions même pas exister. Le même principe s'applique ici. Chacune de ces boules de plasma est la même photo du Soleil, saisie à différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Les taches et les motifs révélés peuvent nous aider à comprendre un peu mieux les événements qui se produisent sous de la peau de notre étoile. À la vitesse de la lumière, désigne généralement quelque chose d'extrêmement rapide. Pourtant, ce rayon rose doré qui caresse votre joue à l'aube a parcouru un long chemin et est incroyablement vieux à l'échelle humaine. Les photons générés par le noyau du Soleil mettent entre 10 000 et 170 000 ans pour traverser l'atmosphère de l'étoile, puis environ 8 minutes de plus pour atteindre la Terre. Explorons donc pourquoi cela leur prend aussi longtemps. Notre visite débute par la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil. Vous voyez ces divinités solaires dans les peintures et les pièces de théâtre de l'ère baroque? Elles arborent souvent des couronnes luxueuses aux rayons mordorés. Eh bien, le Soleil lui-même porte aussi une belle couronne, qui est la couche externe de son atmosphère. Mais bien sûr, sa grandeur et sa gloire sont incomparables avec celles de ces couronnes de costumes en carton-pâte, et sa forme n'est pas si régulière. La couronne est une enveloppe de gaz qui enveloppe notre étoile mère, de sorte que sa taille et sa forme fluctuent constamment sous l'influence du champ magnétique du Soleil. Vous pouvez apercevoir cette couronne de vos propres yeux depuis la Terre lors des éclipses solaires totales. Elle s'apparente à un rayonnement sublime autour du disque solaire, qui lui-même est alors complètement masqué par la Lune. La couronne s'étend sur 8 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, alors que notre planète bleue ne mesure que 13 000 kilomètres de diamètre. Ainsi, le rayon hypothétique de la couronne équivaudrait à une ligne d'environ 625 000 planètes de la taille de la Terre. Et soudain, tous mes problèmes commencent à sembler minuscules. Et voici un autre fait singulier. La couronne du Soleil déroge en quelque sorte aux lois de la physique connue, car elle est plus chaude qu'elle ne devrait l'être. Sa température est de plus d'1 million de degrés Celsius, alors que la surface du Soleil est seulement d'environ 5000 degrés. Cela dit, l'adverbe seulement n'est pas le plus approprié, car c'est toujours extrêmement chaud en termes humains. Habituellement, la température tend à baisser lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les astrophysiciens demeurent perplexes face à un tel mystère. Heureusement, cette récente séance photo nous permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme boule incandescente sans risquer d'y perdre la vue. Prenez par exemple ces magnifiques points lumineux. Ils représentent les éruptions solaires qui se produisent sous la couche de la couronne. Celles-ci sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les champs magnétiques se heurtent les uns aux autres. Lorsqu'elles ont lieu, ils changent de forme et se réagencent rapidement. Ces champs magnétiques proviennent du plasma, qui est lui-même très turbulent, de sorte que de pareils événements ne sont guère surprenants pour la météo locale.
Qui aurait cru que le soleil avait des points noirs sur la peau, tout comme les adolescents? Ces zones plus sombres sont connues sous le nom de trous coronaux. Les terriens peuvent en admirer l'impact lorsqu'ils observent ces magnifiques aurores dans les régions polaires. Les trous coronaux semblent plus sombres parce que le plasma dans ces régions est plus froid, moins dense et ouvert magnétiquement. Ces conditions permettent au vent solaire de se répandre à travers le système solaire plutôt que de rester à la surface de l'astre. Et lorsqu'ils heurtent la magnétosphère terrestre, ces aurores se forment pour ravir nos yeux. Fort heureusement, notre champ magnétique local refroidit les vents solaires. Personne ne voudrait voir ses yeux fondre, n'est-ce pas? Maintenant, si nous cherchions un équivalent aux cheveux du soleil, les meilleures candidates seraient les protubérances solaires. Ces grandes boucles de plasma brillante s'élèvent de la surface du soleil et s'étirent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs mois. C'est l'un des événements les plus répandus dans cette région. Bien que la première description détaillée d'une protubérance solaire date du XIVe siècle, les scientifiques modernes recherchent toujours comment et pourquoi elles se forment. En plongeant plus profondément, nous sommes confrontés à la zone de transition. L'épaisseur de cette couche est d'environ 100 km, et la météo locale est proprement démente. Les températures peuvent monter jusqu'à 500 000 degrés. Cette zone de transition se situe entre la couronne et l'ultime région de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la chromosphère. En parlant de ça, c'est justement notre prochain arrêt. La chromosphère est connue pour présenter un mystère scientifique du nom de spicule. Répétez-le 20 fois très vite. Spicule, spicule, spicule. C'est marrant, non? Ce spectaculaire jet de plasma s'étire depuis la surface du Soleil et atteigne des vitesses d'environ 360 km par seconde. Comme s'ils sautèrent sur un trampoline depuis la surface du Soleil. Chaque spicule perdure quelques minutes dans l'espace avant de retomber dans l'atmosphère solaire. Les astrophysiciens avaient du mal à expliquer comment des particules chargées magnétiquement pouvaient réussir à échapper ainsi à l'incroyable gravité du Soleil tout en étant si proches de lui. Une réponse possible est apparue en 2017. Un groupe de scientifiques a découvert que des particules neutres fournissaient aux particules chargées magnétiquement une flottabilité supplémentaire permettant de s'arracher à la gravité solaire pendant un certain temps. Ce qui vaut toujours mieux que l'explication de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas? Avançons maintenant de 1600 km à travers la chromosphère pour enfin atteindre la surface solaire, ou photosphère. Elle mesure environ 400 km d'épaisseur. Mais contrairement à la planète Terre, la surface du Soleil n'est ni stable ni solide. Les températures ici sont si élevées qu'aucune matière ne peut exister. D'un autre côté, les scientifiques surnomment souvent le plasma le quatrième état de la matière. Et pourquoi pas? Il est fait d'atomes ionisés et d'électrons libres, et il mérite en quelque sorte d'être considéré comme tel. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de rencontrer une espèce locale de personnes plasmoïdes. Mais je pense qu'il vaudra mieux que nous évitions leurs chaleureuses étreintes de bienvenue. Vous savez, de tels gens auraient sûrement un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, la photosphère est notre dernière étape, car l'humanité ne possède pas encore de technologies qui permettent d'explorer le Soleil plus profondément. Donc, si nous voulons en apprendre davantage, vous devrez inventer votre propre engin spatial. Mais le temps presse. Vous n'avez que 7 à 8 milliards d'années. Après cela, notre Soleil s'éteindra, selon les estimations des scientifiques. Et, à vrai dire, ces mêmes scientifiques seront sûrement les premiers sur le coup. Vous avez un sérieux compétiteur. La sonde solaire Parker de la NASA détient actuellement le record de la plongée la plus profonde dans notre Soleil. Cet engin spatial a réussi à parcourir 7 300 000 km depuis la surface du Soleil en direction de son noyau le 27 septembre 2023. Et depuis, la sonde Parker a réitéré l'exploit en décembre de la même année. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fondu, vous demanderez-vous? La sonde a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes et à des fluctuations de température. Elle est équipée d'un bouclier thermique sur mesure et d'un système autonome protégeant la mission contre l'intense rayonnement solaire. La NASA a d'autres plans ambitieux. En décembre 2024, Parker s'approchera encore plus près du Soleil. Elle se déplacera plus rapidement que tout autre objet fabriqué par l'homme, à la vitesse de 700 000 km en moyenne. La sonde se trouvera alors à seulement 6 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil. C'est pratiquement comme atterrir sur une étoile. Les astronomes ont déjà comparé ce prochain jalon à notre premier alunissage. Enfin, il vaudrait probablement mieux que nous atterrissions de nuit. Bon d'accord, je l'admets. C'est une blague vieille comme le monde.